Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour parler des nombreux projets de l'IASB, une conférence que nous tenons chaque année à cette époque et un grand merci Bertrand de nous être fidèles pour faire cette présentation. Avant de céder la parole à Bertrand, je voulais revenir sur les conférences de cette fin d'année. La prochaine conférence, vous le savez, c'est le 25 novembre et Patrick Ivins ira interviewer Madame la présidente de la Haute Autorité de l'Audit, Florence Pébernès, donc le 25 novembre, pour tout savoir sur la H2A. Le 27 novembre, donc très peu de temps après, nous aurons une autre conférence là pour parler de l'arrêté des comptes 2025 et c'est Édouard Fossat qui est associé chez Forbis Mazars qui viendra donc nous parler de tous les pièges et tout ce qu'il faut savoir pour bien arrêter ses comptes en IFRS en 2025. Le 2 décembre, alors là, un sujet que l'on n'a pas l'habitude de traiter, conférence très intéressante sur la criminalité financière. Et c'est Pierre Allégret, qui est sous-directeur des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière. Il est au sein du service des affaires multilatérales et du développement de la Direction générale du Trésor, qui viendra donc nous parler de ces sujets de criminalité financière. Pierre Allégret, le 2 décembre. Notez bien ça sur vos tablettes, je pense que ce sera vraiment passionnant. Et puis nous terminerons l'année en reparlant d'un sujet phare quand même, puisque nous reparlerons le 16 décembre de reporting de durabilité et des ESRS. Donc le 16 décembre, nous aurons Carole Masson, qui est associée chez Forbis Mazars et qui est membre de la commission des normes d'information en matière de durabilité de l'ANC, qui vice-préside également la commission durabilité de la compagnie des commissaires aux comptes. Nous aurons Yoncha Ramananerivo, qui est associé chez EY, qui est également membre de la commission des normes d'information en matière de durabilité de l'ANC et coordinatrice du comité ESRS de la compagnie. Et nous aurons également Sarah Bagnan, qui est associée chez KPMG, qui préside la commission durabilité de la compagnie et qui est en charge de l'ESG chez KPMG. Donc, Carole, Sarah, Yonja, nous ferons donc un point déjà sur les négociations en cours sur Omnibus, et puis le process de révision du premier set de normes. Donc voilà, ça c'est le 16 décembre, conférence phare de cette fin d'année. Donc n'hésitez pas à vous inscrire d'ores et déjà. N'hésitez pas non plus à aller sur notre site internet, hein, vous aurez en temps réel le programme mis à jour. Donc aujourd'hui, nous parlons IASB, nous ne parlons pas que de reporting de durabilité, nous parlons IASB, mais je pense que Bertrand nous dira aussi un mot du deuxième pilier de l'IASB qui est l'ISSB peut-être. En tout cas, il y a déjà beaucoup de choses à dire sur le programme avec de nouveaux projets, je crois, qui ont été rajoutés à l'ordre du jour. Bertrand, je vais te laisser la parole. Après, un tout petit mot encore pour vous dire à tous que vous pourrez poser vos questions, vous le savez, sur l'onglet Q et R. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à notre conférencier du jour. Il y répondra à la fin de la conférence. Merci à tous de votre fidélité et merci Bertrand. Donc, Bertrand, je ne le présente plus parce que tout le monde le connaît, mais tu viens d'être renouvelé, donc bravo. Bertrand est donc le membre qui est français et qui œuvre à l'IASB. Voilà. Donc oui, effectivement, je vais vous parler je vais vous donner un état des lieux des travaux de l'IASB à date. Alors pas de l'ISSB, ça c'est autre chose, mais au moins sur la partie reporting financier. Bon, il y a quelques aspects de connectivité, bien entendu. Juste pour dire que, je ne vais pas commenter toute la présentation, mais juste pour rappeler que cette présentation est préparée en date du 29 octobre 2025. Donc ça intègre les discussions de l'IASB jusqu'à la réunion d'octobre dernier. Et donc ça n'intègre rien au titre de celle à venir la semaine prochaine.
Alors, dans les prochaines publications, on va publier donc en début décembre 2025 l'exposé sondage sur notre projet Dynamic Risk Management, donc la macro couverture de taux d'intérêt dans les entreprises financières, banques et assurances. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Ce slide pour rappeler les publications qui sont intervenues en 2025, la troisième édition, enfin la troisième version de notre deuxième norme comptable qui est IFRS for SMEs, qui ne s'applique pas en Europe et notamment pas en France, mais enfin quand je dis Europe, je parle Union européenne, excusez-moi, puisqu'elle est, elle est appliquée au Royaume-Uni. La mise à jour du Management Commentary Practice Statement, qui avait été, qui est largement convergent avec l'Integrated Reporting Framework, mais également les directives européennes en matière de reporting. La publication des exemples illustratifs near final sur disclosure about uncertainties in the financial statements illustrated using climate-related examples, donc qui ont été publiés en juillet pour permettre notamment aux entreprises et aux autres parties prenantes de se préparer à ces exemples, à pouvoir les analyser et voir comment éventuellement améliorer, si besoin, la présentation des éléments d'incertitude dans les états financiers. Pas celles uniquement liées au climat, mais toutes les incertitudes potentielles. Les derniers amendements, c'est-à-dire la mise à jour de la norme IFRS 19 Subsidiary Without Public Accountability, qui pourra, alors qui s'appliquera pas directement aux filiales françaises de groupes cotés appliquant les normes comptables internationales, mais qui pourra s'appliquer dans les groupes français pour les filiales présentes dans les pays qui imposent ou permettent l'utilisation des normes comptables IFRS pour la présentation des comptes sociaux. On peut citer en Europe le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie, les pays d'Europe de l'Est et notamment la Pologne, par exemple. On va publier incessamment sous peu des amendements à ES 21 sur des méthodes de comptabilisation du change sur des groupes qui présentent leurs comptes consolidés dans une devise hyperinflationniste lorsque ces groupes consolident des filiales dans des pays non hyperinflationnistes. On va publier au deuxième semestre, enfin au deuxième trimestre, pardon, 2026, IFRS 20, qui va traiter des activités, enfin des actifs et des passifs régulés, donc dans le cadre des activités régulées. On peut peut-être s'arrêter ici en disant que les deux projets que j'ai évoqués tout à l'heure, donc DRM et la norme sur les activités réglementées, Rates Regulated Activities, ont vu leurs échéances légèrement repoussées. Et ça, c'était afin de mieux intégrer les retours des parties prenantes sur le projet de rédaction de ces deux textes comptables et ainsi assurer une meilleure intelligibilité des textes. Donc, la publication de l'exposé sondage qui était initialement prévue en octobre 2025 a été repoussée pour décembre 2025, tandis que la norme sur les activités réglementées est attendue au deuxième trimestre 2026. Donc, on a prévu toute une série d'outreach meetings avec nos parties prenantes sur DRM notamment au cours du premier semestre 2026. Et ça commencera avec une réunion à l'ANC dès décembre 2025 d'ailleurs, avec le groupe de travail qui traite de ces sujets-là à l'ANC. Un point, alors, slide suivant. Là, je vous ai un peu tracé les principaux, pardon, les principales actualités pardon, de l'ISB sur ces 5 derniers mois, donc depuis juillet, on va dire. Bon, j'ai parlé des exemples.
j'ai parlé d'IFRS 19. Alors, sur la consultation d'agenda, on prépare la 4e consultation d'agenda qui aura lieu là de manière concomitante à celle de l'ISSB à compter de 2027 afin que les deux boards, IASB et ISSB sur le reporting de durabilité, consultent en même temps les parties prenantes qui sont souvent communes aux deux boards au titre de leurs priorités respectives relatives tant au reporting financier qu'au reporting de durabilité. Et vous avez certainement peut-être vu que l'IASB va discuter ce mois-ci du point de jointure à faire entre, on va dire 2026 et fin 2027, date à laquelle, probablement la revue, sera, démarrée, voire, largement faite. D'ajouter, éventuellement un certain nombre de projets à l'ordre du jour. Parmi 4 qui ont été identifiés comme possibles, operating segments, hyperinflation, qui est une demande assez récurrente, dans les pays émergents et notamment Afrique et Amérique latine. On a également, pollutant pricing mechanisms, et on a, crypto assets. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire. Alors mon avis, personnel qui n'engage que moi, certainement pas mes collègues, board members à l'ISB, certainement pas l'IASB, collectivement. Mais je doute que, on décide, d'ajouter, des large projects à l'ordre du jour. Je pense qu'on ajoutera plutôt des projets de taille moyenne, ou petite, mais parmi ces 4 thèmes. Alors est-ce que ce sera, 2, 3 ou les 4 thèmes, à suivre la semaine prochaine, lors des discussions, de la réunion, de l'ISB. Voilà, et sur provision, j'en reparlerai, je ferai un état des lieux, tout à l'heure du projet. Là, vous avez une vue d'ensemble, un petit peu des projets en cours, à l'ISB. Vous voyez qu'il y a 12 projets à l'ISB, hein, d'où le fait de se poser la question puisqu'on va avoir, on va terminer un certain nombre de projets, par les publications d'amendements de normes ou de normes définitives, hein, je les ai évoquées tout à l'heure. Donc on va se retrouver avec un peu de capacité disponible de staff et on va pouvoir, dans ce cas-là, répondre aux demandes, qu'on a reçues, de nos parties prenantes, ces dernières années pour essayer de traiter, les thématiques, qu'elles veulent, nous voir traiter. Et puis on a 5 questions en cours, au comité d'interprétation, essentiellement sur, IFRS 18, mais je reparlerai d'IFRS 18 un peu plus tard. Là, c'est un petit peu l'état des lieux de nos projets de recherche ou de nos projets de standard setting. Donc ça vous donne un peu, la timeline. Sur la droite, alors, je ne sais pas comment vous voyez le slide. Moi, c'est sur la droite du slide, donc Rate Regulated Activities. Donc vous voyez que c'est, les projets qui sont, le plus, susceptibles d'être finalisés, au plus vite. Et puis quand on remonte enfin, quand on se dirige vers la gauche, c'est les projets, qu'on a démarrés, plus récemment et qui vont mettre un peu plus de temps, à aboutir. Alors excusez-moi. Hem, un petit sujet aussi sur les post-implementation reviews. Donc, la post-implementation reviews d'IFRS 16 sur, les contrats de location est en cours. La fin de période, d'appel à commentaires suite à la publication de la Request for Information s'est terminée, le 15 octobre, 2025 et donc le staff va revenir vers nous, au cours du premier trimestre 2026 pour nous donner, une synthèse, du feedback reçu et ensuite en fonction de l'état des lieux du feedback reçu, on s'interrogera sur, est-ce qu'il y a des choses à faire sur cette norme ou pas? Ou est-ce que cette request for information informe, certains, projets, en cours et on peut penser au projet, statement of cash flows.
Voilà, et la PIR IFRS 9 sur les instruments financiers, comptabilité de couverture, on devrait la démarrer au cours du premier trimestre 2026, c'est-à-dire, et ça ne vous a pas échappé, concomitamment à la période d'appel à commentaires de l'exposé sondage sur Dynamic Risk Management. Mais je reviendrai sur le commentaire sur Dynamic Risk Management ultérieurement. Sur nos activités de standard setting, statement of cash flows. Donc, c'est statement of cash flows et intangibles sont les deux projets de recherche sur lesquels l'ISB s'est attaqué il y a à peu près un an maintenant, un peu plus d'un an maintenant. Le projet sur les flux de trésorerie est très ciblé. On a retenu 5 axes d'amélioration qui incluent notamment les transactions non cash, la désagrégation de l'information, les mesures non-GAAP telles que les free cash flow, la distinction entre operating, financing et investing, et la définition de cash equivalent. Donc, c'est un projet assez ciblé. Finalement, pas une revue fondamentale du tableau des flux de trésorerie, mais des axes d'amélioration précis sur lesquels l'ISB est en train de progresser. On devrait décider si on passe à la phase standard setting en fin d'année ou en tout début d'année prochaine. Probablement plutôt en fin d'année 2025. En contraste, le champ du projet sur les intangibles est plus large, mais on a décidé d'adopter une approche progressive, hein. C'est ce que veut dire euh, le terme comprehensive review in a targeted way, hein. Donc, c'est plutôt un projet là très large, très vaste. On a décidé de définir un certain nombre d'étapes. La première étape porte sur la définition des incorporels et la deuxième sur le critère de reconnaissance comptable d'un incorporel. L'approche retenue consiste à partir de cas pratiques concrets afin d'identifier d'éventuels concepts robustes. Et l'ISB a notamment décidé d'étudier en détail le cas des SaaS, Software as a Service, ainsi que celui des développements de logiciels en mode agile. Et donc, le staff devrait revenir vers nous vraisemblablement en fin de premier trimestre 2026, début de deuxième trimestre 2026. Là, ils sont en train de consulter l'ensemble de nos advisory bodies, à commencer ce vendredi par, enfin, c'est pas à commencer, ils ont déjà commencé, mais à continuer par le GPF, le Global Preparers Forum, qui regroupe la vingtaine d'entreprises internationales qui conseillent l'ISB dans ses travaux de normalisation comptable en donnant la vue des entreprises. Donc, vous avez vu qu'on est en cours. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce stade puisque les travaux viennent de démarrer sur un projet qui découle de la PIR IFRS 9 Classification and Measurement sur la précision sur l'amortized cost measurement. Bon, les travaux sont en cours de discussion, viennent tout juste de démarrer, donc je n'ai pas encore grand-chose à en dire. J'en dirai peut-être un peu plus l'année prochaine. Dynamic Risk Management, on peut s'arrêter quelques instants sur Dynamic Risk Management pour dire que, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'exposé sondage est prévu pour être publié en décembre 2025, début décembre 2025. Comme je le disais tout à l'heure, la publication a été reportée de 2 mois pour permettre de travailler sur le rédactionnel des propositions et leur intelligibilité. La période d'appel à commentaires sera d'une durée de 240 jours, c'est-à-dire 8 mois, qui prend bien évidemment en compte la date des clôtures annuelles, hein, notamment au 31 décembre 2025 en Europe et au 31 mars 2026 au Japon, par exemple. Cette durée étendue permettra aux parties prenantes d'abord de s'approprier le texte et d'avoir le temps suffisant pour le commenter, parce que c'est quand même
un bloc assez fondamental sur la comptabilité des instruments financiers. Ensuite, pour les institutions financières et notamment les banques, ça sera d'effectuer un field test des propositions afin de nous aider à tester la compatibilité de nos propositions avec les modèles de gestion. Et un commentaire personnel, pour moi, que j'ai déjà dit à l'EFRAC, par exemple, Financial Reporting Tag, il est pour moi à ce titre crucial que le maximum d'entreprises testent individuellement les propositions de l'ISB afin que nous ayons la représentativité la plus grande, qu'on puisse bien tester le modèle comptable que l'on proposera aux parties prenantes. Enfin, pour les assureurs, il y aura en outre des échanges spécifiques afin de comprendre leur propre gestion du risque de taux d'intérêt et déterminer quel est le meilleur modèle comptable reflétant leur gestion. Ceci pour donner suite à la diversité des pratiques qui nous a été rapportée. Un certain nombre d'assureurs voudraient être dans le cadre du projet DRM. Donc, bien évidemment, pour ces assureurs-là, il faudra présumer que notamment les passifs assurantiels et les actifs liés sont éligibles, sont des actifs et des passifs qui peuvent faire partie des portefeuilles de gestion dans le cadre d'une macro-couverture de taux d'intérêt. Mais on a un certain nombre d'assureurs qui nous ont dit que ils utilisaient IFRS 9 et tout ce qui est micro-couverture de taux d'intérêt sans avoir besoin de recourir à DRM. Et d'autres nous disaient qu'ils faisaient plutôt de la couverture économique. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre un petit peu dans cette diversité quels sont les différents modes de gestion du risque de taux d'intérêt macro au niveau des assurances et quel est le meilleur modèle comptable pour les assureurs. Et donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on devrait démarrer la PIR IFRS 9 relative à la comptabilité de couverture pendant la période d'appel à commentaires sur l'exposé sondage DRM. Et cela permettra à l'ISB d'avoir une vision complète sur la micro-couverture et la macro-couverture de taux d'intérêt et permettra de vérifier la proposition du remplacement de la norme IS 39 par la norme IFRS 9, qui est quand même un des objectifs également du projet. Voilà. Sur le projet Equity Method, ce qu'on peut en dire, c'est que le projet sur IS 28 est entré en phase de redélibération. L'objectif est de clarifier et d'harmoniser l'application de la méthode de la mise en équivalence pour les investissements dans les entreprises associées et les co-entreprises. On a décidé d'élargir à la marge le périmètre du projet pour inclure la question de la comptabilisation des coûts d'acquisition lors de l'application de la méthode de la mise en équivalence. Cette question qui a été soulevée de façon récurrente par les parties prenantes dans le cadre de la consultation sur l'exposé sondage vise à garantir une meilleure comparabilité des pratiques. Et par ailleurs, concernant l'acquisition d'une participation supplémentaire dans une entreprise associée, tout en conservant une influence notable, l'ISB a décidé d'étudier la possibilité d'alléger la proposition initiale de l'exposé sondage, aboutissant à effectuer systématiquement un exercice de purchase price allocation pour chaque acquisition complémentaire de titres. Bon, juste un petit rappel, ce projet vise à répondre à un certain nombre de questions d'application pratique et ne vise en aucun cas à répondre à une question plus fondamentale qui est: qu'est-ce que l'equity method? Est-ce que c'est une méthode de consolidation? Est-ce que c'est une méthode d'évaluation? Est-ce que c'est une méthode hybride? Est-ce que c'est autre chose? On n'a pas voulu rentrer dedans parce que on a des positions et des vues extrêmement partagées à l'échelle mondiale sur ce sujet-là et qu'il nous a semblé qu'on perdrait notre temps, le vôtre et notre énergie et la vôtre à essayer de répondre à cette question et qu'il nous paraissait plus raisonnable de se contenter de répondre à un certain nombre de questions d'application pratique récurrentes pour essayer de davantage uniformiser les pratiques afin de permettre de donner un meilleur rendu d'informations financières aux investisseurs.
Alors, sur notre projet Business Combination Disclosure Goodwill and Impairment, alors, le projet est en cours, est actuellement en phase de redélibération des différentes propositions de l'exposé sondage. Le board a reçu de nombreux retours des parties prenantes, que ce soit les investisseurs, les préparateurs, les auditeurs, les autorités de marché, et travaille activement à l'analyse de ces différents commentaires. À ce stade, le staff de l'ISB explore différentes pistes pour clarifier et ajuster certaines propositions initiales, notamment sur les sujets sensibles comme la performance d'un regroupement d'entreprises en période subséquente, la présentation à la date du regroupement des synergies attendues et les exemptions de présentation en note annexe, le cas échéant. Le board n'a pas encore pris de décision définitive sur les orientations à retenir à ce sujet, mais a confirmé les objectifs du projet. Le calendrier de l'ISB prévoit que la prochaine étape majeure du projet interviendra d'ici fin 2026, avec un point d'étape sur la direction du projet au cours du deuxième semestre 2026. Donc, on s'est donné le temps d'analyser le feedback reçu suite à la consultation, enfin, à la période d'appel à commentaires qui a découlé de la publication de l'exposé sondage. Sur le projet FICE, Financial Instruments with Characteristics of Equity, le projet FICE est actuellement en phase de redélibération. Ce projet n'a pas pour objectif de changer les principes comptables fondamentaux de la norme IS 32, instrument financier présentation. On avait publié un discussion paper en ce sens en 2018, si j'ai bonne mémoire. Alors, je n'étais pas encore au board à l'époque, mais voilà. Et on avait eu un rejet quasi général d'une revue fondamentale des principes d'IS 32. Donc, ce projet vise à clarifier les principes actuels d'IS 32 sans les modifier de façon fondamentale. Et cet objectif de clarification a pour but d'harmoniser leur application, l'application des principes d'IS 32 par les entreprises, et ainsi d'améliorer l'information qu'elles fournissent dans leurs états financiers au titre de leurs instruments financiers. Donc, parmi les thèmes abordés, on peut citer la condition fixed for fix pour la reconnaissance des instruments de capitaux propres, la prise en compte ou non des éléments conditionnels, les puts sur minoritaires ou les reclassements. Mais le board a décidé récemment de ne pas poursuivre ses travaux sur les effets des lois et réglementations. On a estimé que pour pouvoir traiter cette question, il fallait toucher aux principes fondamentaux de la norme IS 32, ce qui n'est pas le cadre du projet actuel, ce qui n'est pas le mandat que nous ont donné nos parties prenantes. En tout cas, lors du projet actuel. Alors, ça pourra faire partie des projets que nos parties prenantes nous demanderont lorsqu'on les consultera dans le cadre de la 4e consultation d'agenda, mais en tout cas, ça n'est pas un des objectifs, ça n'est plus un des objectifs du projet aujourd'hui, compte tenu du feedback extrêmement divers qu'on a pu recevoir suite à la publication des propositions d'exposé sondage. Bien évidemment, le projet va également améliorer la présentation dans les états financiers primaires ainsi que les notes annexes. Et là, on a déjà un certain nombre de décisions qui ont été prises, de décisions provisoires, bien évidemment, qui ont été prises par le board sur ces deux sujets-là. Il va également étoffer le guide d'application ainsi que les exemples illustratifs. Et la prochaine étape majeure du projet interviendra d'ici fin 2026. Donc là aussi, on se donne le temps de traiter convenablement le sujet. Donc, Trade Regulated Activities, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la publication attendue au deuxième trimestre 2026 de la norme définitive, donc la norme IFRS 20, qui remplacera la norme IFRS 14 d'ailleurs, hein, qui n'est pas applicable en Europe, mais qui peut être applicable ailleurs. Alors, sur les projets de maintenance, là, vous avez un petit peu l'état des lieux, donc avec les deux publications à venir les plus prochaines. On a le projet provision que je vais commenter un petit peu, puis on a un certain nombre de projets dans le pipeline qu'on n'a pas démarré, hein, mais qui n'ont pas, pour le moment,
un caractère d'urgence impératif ou impérieux pour l'ISB. Alors sur notre projet provision, on peut s'arrêter un instant sur ce projet. L'ISB avait publié un exposé sondage il y a 1 an à peu près, en novembre 2024, qui visait à apporter quelques améliorations ciblées à la norme IS37, dans 3 domaines: la définition d'une obligation actuelle, present obligation, le taux d'actualisation et les coûts à intégrer au calcul d'une provision. Donc nous sommes en train, de redélibérer sur la base des réponses à l'appel à commentaires. On peut noter que sur la définition d'une obligation actuelle, le nouveau principe général pourrait aboutir à une reconnaissance plus précoce et plus progressive des provisions, en particulier dans 2 cas suivants. Si l'obligation naît de l'atteinte d'un seuil cumulé d'activité, par exemple un seuil d'émission de CO2, la provision pourrait être dotée progressivement. Et si l'obligation naît de 2 actions cumulées, par exemple générer du chiffre d'affaires en N et être en activité au 1er janvier N+1, la provision sera dotée dès que la première action est menée, s'il n'est pas réaliste pour l'entité d'éviter la deuxième action. Donc ici, la provision sera reconnue tout au long de l'exercice N et non le 1er janvier N+1. Et ça vaut plutôt pour les propositions que nous avions faites pour remplacer les principes actuels dans IFRIC 21. Ou en tout cas, je dirais pas tellement remplacer. Je pense pas qu'on va remplacer la date de reconnaissance de la dette liée à une taxe. Je pense plutôt que la question qui se pose, c'est de savoir s'il convient de reconnaître une provision en anticipation de la reconnaissance de la dette. Donc on est plutôt sur des propositions qui viennent ajouter à IFRIC 21 davantage que se substituer à IFRIC 21, même si on devrait supprimer IFRIC 21 et l'intégrer dans les amendements à la norme IS 37. Les réponses à l'appel à commentaires ont montré que les nouveaux principes généraux sont bien accueillis, mais sont assez difficiles à mettre en œuvre pour certains types de taxes, notamment les levies. L'ISB va donc étudier si on peut effectivement traiter les levies selon le principe général. L'autre changement significatif portait sur la détermination du taux d'actualisation. Les redélibérations viennent d'avoir lieu et l'ISB a décidé de maintenir dans l'ensemble inchangé les dispositions de l'exposé sondage. En l'occurrence, le taux d'actualisation doit refléter un taux sans risque, excluant le risque de non-exécution, c'est-à-dire le risque de crédit propre de l'entité. Important de noter qu'il peut toutefois intégrer dans certains cas un ajustement en cas de maturité longue ou en cas d'illiquidité. Donc une approche assez similaire à celle d'IFRS 17, par exemple, sur des cas peut-être pas similaires, mais en tout cas relativement proches. On a un certain nombre de travaux en cours au niveau du comité. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a eu une conférence de l'une des 2 représentantes ou des 2 représentantes françaises au comité d'interprétation de l'ISB, hein, Sophie Massol d'AXA, qui a été rejointe cette année par Claire Dussert de Mazars. Mais là, vous voyez peut-être très rapidement, ce que je peux dire, c'est vous voyez un petit peu les différents sujets qui ont pu être traités, un panorama des différents sujets qui ont pu être traités par le comité d'interprétation cette année jusqu'à présent, étant précisé que on aura une dernière réunion cette année en novembre. Donc je pense que j'ai un doute sur la date, mais bon, je vais pouvoir vous retrouver la date si vous le souhaitez. On a eu 8 décisions d'agenda, 4 définitives et 4 pour l'instant provisoires qui sont soumises à consultation. On a eu un certain nombre de propositions de mise à jour d'agenda decision sur IS1 et de nécessité de mise à jour pour les ajuster au principe comptable d'IFRS 18 qui va venir se substituer à IS1 à compter du 1er janvier 2027. Et puis, bien évidemment, l'ISB consulte régulièrement le comité d'interprétation, comme la plupart de ses advisory bodies, dans le cadre de l'avancement d'un certain nombre de ces projets de normalisation. Vous voyez, ce que je voulais mettre en exergue, c'est que là, pour l'instant, on ne voit
qu'une seule tentative agenda decision sur IFRS 18, mais il va y avoir 3 autres questions discutées euh, à la réunion du comité d'interprétation de novembre, avec pour objectif de finaliser ces 4 décisions d'agenda, probablement au meeting de mars 2026. Est-ce que je peux mettre en exergue autre chose? Toc, 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 je crois pas. Alors, peut-être juste un petit point sur ce que je fais pas très souvent d'ailleurs, mais il m'a semblé que c'était important là de commenter sur un certain nombre de normes ou d'amendements de normes un peu significatifs qu'on a publiés ces derniers temps et qui vont être d'application incessamment sous peu. On a déjà la norme IFRS 18 sur la présentation et les notes, enfin la présentation des états financiers et l'information en annexe aux états financiers. Bon, déjà, pour vous rappeler qu'on a défini un certain nombre de sous-totaux au niveau du PNL, donc au niveau du Statement of Financial Performance. Par exemple, le résultat opérationnel qui va être désormais défini par la norme comptable. Mais on a un certain nombre d'autres sous-totaux, soit des sous-totaux obligatoires, soit des sous-totaux optionnels, et qui seront définis dans la norme IFRS 18 et qui serviront pour la présentation du compte de résultat. On a également toutes les propositions, enfin les dispositions, pardon, au titre des Management Defined Performance Measures, qui sont les mesures utilisées par le management d'une entité pour communiquer à l'extérieur sur leur performance opérationnelle et financière, et qui pourront être présentées soit dans les états financiers primaires, soit dans les notes annexes, en fonction du cadre qui a été défini dans la norme IFRS 18. Et puis, on a également des principes importants d'agrégation et de désagrégation de l'information financière dans les états financiers primaires et dans les notes annexes, et là, qui s'appliquent à tous les états financiers, c'est-à-dire tous les états financiers de synthèse, ainsi que les notes annexes. Donc, la période d'application, c'est le 1er janvier 2027, avec une application anticipée qui est permise, étant précisé que l'endorsement process, au mieux de ma connaissance, est toujours en cours au sein de l'Union européenne, même si l'EFRAG et l'ARC ont déjà recommandé l'endorsement d'IFRS 18 au sein de l'Union européenne. Un point important, quand j'échange avec un certain nombre de parties prenantes françaises, quelles qu'elles soient, préparateurs et auditeurs notamment, ce que je rappelle toujours, hein, c'est que les normes IFRS sont des normes qui sont fondées sur des principes comptables, et que très souvent, la réponse aux questions que je peux recevoir, aux questions d'application pratique, alors auxquelles je ne réponds généralement pas, bien évidemment, mais il y a quand même des questions d'application pratique qui se posent. J'y réponds en essayant d'expliquer les principes contenus dans la norme, et la réponse fondamentale qu'on peut donner à l'application d'un référentiel comptable fondé sur des principes généraux, c'est it depends. Donc ça dépend. Ça dépend des faits et circonstances. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire, notamment par exemple sur les MPM, qu'il y aura une réponse uniforme pour tous les cas de figure. Donc, réponse fondamentale, it depends. On a publié également assez rapidement, hein, ça a fait l'objet d'une demande, notamment des Européens, de clarifier les contrats de fourniture d'électricité verte, on va les appeler comme ça en français.
Je sais pas exactement si c'est la bonne traduction en française, mais et donc c'est les contrats de PPA, de physical PPA et de virtual PPA. Alors, les virtual PPA étant plutôt les instruments dérivés, IFRS 9, mais les physical PPA, on a clarifié, les critères, et peut-être un peu élargi ou assoupli, les critères, au news, pour, traiter, un certain nombre de contrats de physical PPA, donc de contrats de fourniture d'électricité verte long terme, non pas comme des instruments dérivés, IFRS 9, mais comme des contrats d'achat, aux news, donc classique. Donc application, à compter du, 1er janvier 2026 et enfin, je voudrais commenter sur la norme, IFRS 19. IFRS 19, c'est une norme, qui a été faite à la demande des préparateurs, suite à la troisième consultation d'agenda pour essayer de simplifier en fait, le reporting financier, heu, excusez-moi, des filiales de groupes, cotés qui doivent appliquer les normes comptables, internationales, filiales qui doivent ou peuvent appliquer les normes comptables internationales, les normes IFRS. Et donc, le IFRS 19 permet d'avoir les mêmes principes de reconnaissance, de mesure, de présentation que les normes comptables IFRS, mais avec des disclosures, enfin des notes annexes réduites pour ces filiales. Et donc, le processus d'endorsement est en cours au niveau de l'Union européenne et l'EFRAG a donné un avis favorable à l'endorsement et donc le processus, suit son cours. Cette norme est d'application à compter du 1er janvier 2027. Elle va permettre de simplifier, et on espère de réduire les coûts dans l'écosystème, du reporting financier, utilisant les normes comptables IFRS au sein des groupes. Dans les pays, donc dans les juridictions où, ces normes IFRS sont, imposées ou, permises. Hem Et l'idée était de réduire les coûts de préparation, les coûts également pour les auditeurs et bien évidemment de simplifier, l'utilisation des états financiers pour les utilisateurs des comptes des filiales qui sont souvent, des apporteurs de capitaux sous forme de dette, donc ce qu'on appelle nous, parmi les primary users of financial statements, les lenders or creditors. Hem Voilà pour ce que je pouvais mettre en exergue. Peut-être je ne résiste pas, au fait de commenter, 2 autres publications, même si elles concernent moins l'écosystème comptable, français. La troisième édition de IFRS for SMEs Accounting Standards. Vous savez que les normes comptables IFRS sont utilisées dans un peu plus de 144 pays dans le monde. Les normes, IFRS, pour les PME sont utilisées dans 85 juridictions. Et par exemple, c'est assez amusant de se rendre compte en fait, de la portée de l'utilisation de ces normes comptables, puisque, si je ne dis pas de bêtises, il y a plus de sociétés qui appliquent les normes comptables, IFRS pour les PME au Cambodge qu'il n'y a de sociétés dans le monde qui appliquent les normes comptables internationales. Juste pour vous donner un effet d'échelle. Donc c'est, effectivement, un référentiel qui est plutôt utilisé dans les pays émergents, avec quelques exceptions, je pense notamment au Royaume-Uni et puis dans l'Union européenne, on a aussi des pays qui ont, adopté des référentiels comptables locaux pour les PME qui sont dérivés des principes d'IFRS pour les PME. Je pense notamment, à l'Irlande ou à la Suède, par exemple. Mais globalement, on est plutôt sur une utilisation comment dirais-je? Les pays émergents. Hem, le dernier point, c'est, le Revised Practice Statement, qu'on a publié en juin dernier. Heu Bien évidemment, ça n'est pas une norme comptable, hein, c'est un practice statement. L'idée, c'est effectivement, la
connectivité de présentation des informations financières dans le cadre des différents reporting, que ce soit les états financiers, que ce soit le reporting de durabilité ou que ce soit tout autre reporting réglementaire qui doit être présenté dans un rapport annuel. Et je pense que là où on a travaillé le plus suite au feedback très positif qui avait découlé de la publication de l'exposé sondage, c'était sur toutes les prescriptions qui entourent la cohérence de l'information financière publiée par une entreprise et au sein du management commentary, mais donc au sein du rapport annuel, mais au-delà du rapport annuel également dans la communication publique, notamment les communiqués de presse ou autres types de publications faites par l'entreprise. Donc vraiment, on a travaillé sur ces principes de cohérence de la publication, enfin de la présentation et de la publication de l'information financière. On on l'a finalisé parce qu'on a eu une demande d'un certain nombre de régulateurs pour le faire, d'un certain nombre de régulateurs ou d'un certain nombre d'autorités de marché, hem, avec deux axes de commentaires possibles. De ma part, le premier, c'est le fait qu'un certain nombre de régulateurs dans des pays qui sont en train d'appliquer les normes de durabilité de l'ISSB, les IFRS Sustainability Standards, nous ont demandé de publier ce management commentary qui prévoit un certain nombre de prescriptions, en fait, de telle sorte que ça leur serve de source d'inspiration pour l'évolution de leur réglementation autour de la publication de l'information financière, état financier, reporting de durabilité ou autre. Donc on peut citer notamment le Royaume-Uni, le Canada ou l'Australie, par exemple, à l'époque, ou encore le Japon. Et puis, même en Europe, on a eu un certain nombre, enfin, on a eu par exemple l'ESMA qui était intéressé à ce qu'on publie pour donner une source d'inspiration aux entreprises pour, dans le cadre de l'application des ESRS avec un principe de double matérialité, de pouvoir rappeler la cohérence de l'information financière à publier à destination des investisseurs en application de la matérialité financière qui s'applique pour les normes comptables IFRS ou les normes de durabilité IFRS. Voilà, écoutez, j'arrive au bout de cette présentation qui est que j'ai que j'ai voulu volontairement assez brève pour, donner le plus de temps possible aux questions que vous pourriez vouloir poser. Et je redonne la Merci. parole à Sonia, parce que j'ai pas vu si je voyais un écran avec mes slides, donc je voyais rien d'autre, donc je sais pas du tout s'il y a des questions qui ont été posées ou pas. J'avoue, j'ai pas encore eu la possibilité de regarder ça. Écoute, déjà un grand merci Bertrand de ce panorama complet. Merci de t'être levé tôt d'ailleurs, hein, puisque nous sommes en direct de Londres. Donc il est horriblement tôt pour toi, mais nous te remercions d'autant plus. Moi j'avais peut-être alors on a déjà une personne qui répond à la question que tu avais tout à l'heure sur la prochaine réunion du FRIC, qui se tiendra les 25 et 26 novembre. Et nous avons une question sur IFRS 19 concernant notamment les holdings intermédiaires. Dans ce cas particulier, est-ce qu'elle s'applique aux comptes consolidés et non pas uniquement individuels? Bertrand, tu t'entends plus, tu es sur mute. Oui, je m'étais mis sur mute parce que je traficotais mes papiers et donc je voulais pas qu'il y ait du bruit. Donc c'est une très bonne question. Oui, IFRS 19 s'applique aux états financiers individuels comme aux états financiers consolidés. Je pense que ce qui est important, c'est est-ce que la société mère publie des comptes
consolidée en application des normes comptables IFRS. Hein, ça va être la première question. Et bien évidemment, est-ce que l'entité est une filiale de cette société mère? Mais effectivement, au niveau de la holding intermédiaire, on peut appliquer IFRS 19 à partir du moment où, bien évidemment, et ça c'est un principe absolument clé, il faut que la filiale n'ait pas de public accountability telle qu'elle est définie dans la norme IFRS 19, c'est-à-dire grosso modo qu'elle ne fasse pas appel public à l'épargne sous forme d'instruments de capitaux propres ou d'instruments de dette, hein, Mmh. schématiquement présenté. Tu veux dire la holding intermédiaire, si c'était une holding intermédiaire cotée, Oui, ça serait pas possible. ce serait pas possible? Ouais, bien évidemment. Mmh. D'accord, très bien. Moi, j'avais 2 petites questions. Alors déjà, la première, c'est mon dada, tu sais bien, sur la connectivité. Oui. Comment est-ce que vous gérez, les questions de connectivité, entre rapport de durabilité et état financier? Tu vas me dire que c'est natif, c'est ça, dans votre, Bah, oui, c'est vrai que, il y a beaucoup de choses qui se sont faites assez naturellement parce que, lorsque les normes IFRS S1, S2 ont été développées, donc IFRS 1 S1, c'est le cadre général, qui correspond en fait aux normes comptables IAS1 et IAS8, donc demain IFRS 18 et IAS8, et IFRS 2 sur, le reporting, au titre du climat. Hem, qui est d'ailleurs, à ce propos largement convergé avec, les ESRS, enfin ou l'ESRS équivalente, dans le cadre, des publications conjointes, à l'ISSB et à l'EFRAG, sur, le guide d'interopérabilité. Hem, donc il n'y a pas de cadre conceptuel à ce stade pour les normes ISSB et ils ont largement emprunté en fait au cadre conceptuel, hem du reporting financier, des normes comptables, IFRS, notamment sur, la définition de la matérialité, hein. Donc c'est vrai on a là déjà, je dirais une facilité. Alors, c'est pour ça que j'ai aussi voulu commenter sur le projet, Management Commentary Practice Statement, parce que je pense que alors on est plutôt sur de la connectivité de présentation, hein, que de la connectivité, substantielle, on va dire, mais c'est quand même important. Même si on a un document, qui est, plutôt un document sur lequel, les régulateurs peuvent se référer, davantage que, un document dont on pense qu'il va s'appliquer tel quel, qui va être appliqué tel quel par une entreprise. Et je dirais, on a vraiment insisté sur la cohérence de l'information, présentée aux utilisateurs de compte, hein, et notamment ce qu'on appelle nous les primary users of financial statements, c'est-à-dire les current and potential shareholders, les lenders and creditors. Euh, le deuxième projet sur lequel on a travaillé sur la connectivité, c'était les exemples illustratifs. Mais avant ça, on s'est posé la question de savoir si il fallait qu'on révise nos principes comptables pour intégrer ces principes de connectivité. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin, peut-être d'ailleurs pour la remarque préalable que j'ai pu faire en réponse à ta question. Et donc, assez rapidement, on s'est plutôt dit, tiens, essayons d'illustrer au travers des exemples illustratifs la façon dont les principes comptables IFRS vont s'appliquer dans le contexte du reporting financier. Et c'est notamment, par exemple, dans le Near Final Draft qu'on a publié en juillet, c'est par exemple les deux premiers exemples, enfin, ou en tout cas l'exemple 1 sur l'application de la matérialité, où on a rappelé que la matérialité, c'était pas simplement une matérialité à apprécier sous un aspect quantitatif, mais qu'elle était aussi à apprécier sous un angle qualitatif. Et j'aurais tendance à dire elle était aussi cet aspect qualitatif, c'était tout à la fois un aspect qualitatif en termes absolus, mais aussi en termes relatifs. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on est dans un secteur d'activité très impacté, où tous les pairs sont impactés par un certain type de transactions, le fait que la société n'est pas impactée par des transactions similaires
et la raison pour laquelle la société n'est pas impactée peut être une information matérielle pour les investisseurs. Et ce qu'on a essayé de rappeler dans ces exemples. Donc c'est aussi, un travail de connectivité puisqu'on a travaillé aussi avec l'ISSB sur ces exemples, qui traitent de toutes les incertitudes, hein, et pas que, des incertitudes climatiques, mais qu'on a voulu, illustrer, dans le cadre du climat parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre de questions qui nous étaient posées, notamment, au comité d'interprétation oui, au comité d'interprétation de l'ISB, sur ce sujet-là. Hem, voilà et puis bien évidemment, je parlais tout à l'heure du projet, BCGI. Alors c'est vrai que la connectivité se fait de façon moins, enfin, on voit un peu moins pourquoi il y a une connectivité tout d'un coup entre, ce que fait l'ISSB sur le reporting de durabilité et le projet BCDGI. Ben, écoutez, un exemple, très très concret, je voulais le citer parce que je pense que c'est intéressant et important. En février 2023, l'ISSB et l'IASB, dans leurs réunions respectives, ont décidé de fournir des exemptions pour l'ISSB sur la fourniture de l'information au titre des opportunités climat, dans le cadre de la norme, IFRS, S2, si je ne dis pas de bêtises. Au même moment, l'ISB décidait, en préparation de son exposé sondage sur BCGI, de fournir des exemptions de disclosure aux entreprises, et dans les 2 cas, ce qui était visé, c'était de répondre, aux inquiétudes, des entreprises, sur, la fourniture, d'informations sensibles, hein, de commercially sensitive, information. Et donc c'est intéressant aussi que la connectivité, c'est aussi une connectivité dans le management des projets, dans les 2 cas, opportunité, pour l'entreprise, dans le cadre de la transition climat, dans l'autre, opportunité pour l'entreprise découlant du rachat, d'une entreprise, mais d'aboutir finalement à une réflexion, à un point de départ, opportunité commun, d'aboutir à une réflexion appliquée, enfin une réflexion finalement relativement commune, au fil du projet pour aboutir à une décision commune. Même si, la décision est appliquée dans un cadre, par l'ISSB, dans un autre cadre par l'IASB et même s'il n'y a pas forcément de point de jointure évident entre les 2. Donc, c'est aussi une autre façon, d'illustrer la connectivité. Puis bon, c'est ce que j'ai, je crois, déjà dit ici, la connectivité, elle se voit pas forcément, la connectivité. Moi, j'ai par exemple, des points de jointure, 1 fois tous les 2 mois avec, au moins, 3 board members de l'ISSB parce qu'on a des points de jointure communs, notamment lorsqu'il s'agit de faire du stakeholders engagement, donc de parler à un certain nombre de parties prenantes et bien évidemment, on s'informe de nos travaux respectifs et on essaie de voir comment on peut travailler ensemble et on peut citer également, le les réunions régulières qu'on peut avoir, en commun, aux 2 boards pour parler, de différents sujets. Notamment, on a eu une réunion un peu plus tôt cette année, je ne sais plus exactement quel mois, je crois que c'est février, mais je dis peut-être une bêtise, où, effectivement l'ISSB a commenté sur, nos derniers travaux, au titre du Management Commentary Practice Statement avant qu'on publie le Practice Statement en juin dernier. D'accord, non mais c'est très intéressant. Quelques illustrations Ouais, concrètes, on va dire, voilà. d'où la publication, concurrente de vos agendas, Et d'où le fait que pour les agenda consultation, c'est une, ouais, tu as tout à fait raison, c'est une autre illustration, de la connectivité. On a un certain nombre de parties prenantes, qui, sont communes, donc qui vont appliquer et les normes comptables internationales et les normes de durabilité internationale et qui nous ont dit, «Bah, écoutez, vous pouvez pas arriver chacun avec 20 nouveaux projets, dans vos cartons parce que là, sinon on va avoir un problème à la fin».
Et il faut au moins que vous nous consultiez, en nous permettant d'avoir une perspective globale pour essayer de se focaliser sur, les sujets les plus importants pour nous. Et puis après, même dans les juridictions où, soit, la juridiction n'applique que les normes comptables IFRS, ce qui est le cas, dans l'Union européenne, ou que, les normes internationales de durabilité. Bon, je peux prendre au moins l'exemple de l'Union européenne. On a eu quand même des demandes, aussi, parce que, ben, le guide d'interopérabilité est importante, pour un certain nombre de parties prenantes en Europe et notamment les entreprises, et que, bah, l'EFRAG, par exemple, nous a demandé effectivement d'avoir également, cette vue d'ensemble sur, les différents, travaux, que, l'IFRS Foundation, collectivement, pourrait, mener. Après une concurrent agenda consultation, ça veut pas dire une joint agenda consultation nécessairement, hein, ça veut pas dire qu'on va faire une seule, request for information. Mmh. Ça veut dire a priori, pour le moment, on a prévu d'en faire 2, une pour l'IASB, une pour l'ISSB. C'est juste qu'on va consulter au même moment et qu'on va s'informer de façon, réciproque pour éviter, tout ce qui est overlap, pour éviter qu'il y ait, un peu trop de sujets, similaires, ou s'il y a des sujets similaires, en tout cas, qui soient, éclairés, du point de vue de l'angle reporting financier pour l'IASB, du point de vue de l'angle reporting de durabilité pour, l'ISSB, parce qu'on se rend bien compte aussi qu'on a un certain nombre de parties prenantes qui ne sont pas, les mêmes non plus, hein. On en a beaucoup qui sont en commun, mais on en a beaucoup qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc oui, c'est une autre illustration de ce que peut être, un travail, de connectivité, en fait. Ouais, bien sûr. Mais là, on est plutôt sur de la connectivité de projet, en fait, Oui, c'est ça, ouais. hein. Merci beaucoup pour cette réponse. J'avais une question, mais on va, si on pouvait reprendre le calendrier de chacun des grands projets de normalisation et de recherche, mais avant ça, nous avons quelqu'un qui demande sur, la norme IFRS 18 qui, évidemment, pose un certain nombre de questions pratiques, à la mise en œuvre est Oui, complexe. oui. Est-ce qu'il est prévu un amendement pour clarifier certaines règles de présentation? Alors, là, il faudrait être un peu plus spécifique dans la question. Non, je ne suis pas au courant qu'il y ait des amendements prévus au titre des présentations à ce titre, à ce stade. On a un certain nombre de questions qui nous ont été posées. Alors, il y a, la question qui est un petit peu en suspens pour l'instant, sur lequel, le comité d'interprétation, donc c'est pas l'IASB, hein, c'est le comité d'interprétation à ce stade, c'est pas encore arrivé à l'IASB, c'est pas arrivé du tout à l'IASB d'ailleurs. Sur, la présentation, du change, des pertes et gains de change, sur, les prêts interco au sein des groupes. Donc il y a une décision d'agenda qui a été publiée par le comité d'interprétation et qui est soumise, à commentaires. Je crois que c'était la période d'appel à commentaires a été élargie à 90 jours. Normalement, c'est 60 jours, là, c'était 90. Fin de la période d'appel à commentaires le 25 novembre 2025, donc incessamment sous peu. Voilà, on a 3 autres questions, mais qui sont, des questions hyper techniques, en fait, sur des points effectivement très, 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 très précis, sur des modalités d'application très particulières dans le cadre de Main Business Activity, par exemple. Et ça Voilà, donnera mais lieu juste à une publication pour indiquer votre bah, avis? tout dépend tout dépend du feedback qu'on va avoir sur, déjà, celle sur le change, donc le retour qu'on va avoir des différentes parties prenantes, l'analyse que va en faire, le staff du comité d'interprétation et puis ce que va en décider, les membres du comité d'interprétation. Hem, voilà, donc c'est difficile à dire à ce stade, bon, mais en tout cas, à la date d'aujourd'hui, non, il n'est pas prévu de rouvrir, on n'a pas eu de demande particulière pour ouvrir quoi que ce soit dans le cadre de la norme IFRS 18. Moi, je pense que les principes sont quand même, globalement, assez clairs. Hem, Peut-être un commentaire parce que j'entends pas mal de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions, qui viennent de France, mais qui viennent que de la France. Donc ça, je pense que ça peut interroger déjà. Est-ce que la France ne se pose pas trop de questions? C'est peut-être une 1re façon de gérer le sujet. La 2e chose, c'est que je pense que, il y a beaucoup de réponses dans la norme, mais que, hem, heu, on 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 a clarifié un certain nombre de principes et donc, il est
inévitable qu'il y ait des changements, inévitable. C'est-à-dire je doute que la majorité des entreprises puissent reconduire la présentation de leurs états financiers primaires et de leurs annexes sans aucun changement découlant de l'application de la norme IFRS 18. Je doute que ce soit possible. Donc il faut aussi, accepter qu'il y ait, un certain nombre de changements qui découlent de l'application de la norme IFRS 18. Par contre, la norme IFRS 18, elle prescrit aucune règle. Elle donne des principes et donc la réponse à un principe comptable, généralement, c'est it depends et it depends de plein de choses. Et c'est vrai qu'à situation, équivalente, on pourrait avoir, 2 réponses différentes, dans 2 entreprises différentes. Oui, ça, il faut aussi qu'un certain nombre d'acteurs, je pense notamment aux auditeurs, l'acceptent. Hein. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, la comparabilité ne veut pas dire l'uniformisation, hein, des pratiques. Je pense que ce sur quoi on a essayé de travailler, c'est, davantage de transparence dans, l'information financière qui est produite découlant des principes d'application d'IFRS 18, hein. C'est ce que nous demandaient les investisseurs et c'est ce sur quoi on a essayé de travailler. Voilà. La question est assez générale, je peux pas donner une réponse, plus précise que ça, à une réponse générale. Heu, pour être un tout petit peu plus concret, est-ce qu'une entreprise peut toujours présenter un résultat opérationnel courant, heu si ça répond à la définition d'une MPM, en accord avec les principes d'IFRS 18, enfin dans son PNL consolidé? La réponse est: «It depends». Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. It depends. Ça peut être, et une MPM qui ne peut pas être présentée, sur la phase du compte de résultat, peut être présentée en note annexe. Mais, heu heu, il est vraisemblable que, un résultat opérationnel courant puisse être présenté dans un certain nombre de cas de figure sur la phase du compte de résultat. Dans d'autres cas de figure, il est possible que ce résultat opérationnel courant, soit présenté sur la phase du compte de résultat en changeant le libellé. Si par exemple, heu, une entreprise, présente des compensation costs IFRS 2, avec des montants récurrents d'année en année, ça va être compliqué quand même de dire que c'est une charge non récurrente. Et donc si on a un libellé, résultat opérationnel récurrent par exemple, ça va être compliqué de dire que ma charge récurrente, elle est en dessous et elle est pas dans le bon. Donc il faut peut-être changer le libellé, du résultat opérationnel courant, pour, intégrer le fait qu'on a aussi exclu, des charges récurrentes du compensation cost IFRS 2. Donc ça, c'est peut-être une question de libellé, en fait, hein. Voilà, après les je dirais sur, parce que ça c'est un sujet dont j'ai entendu parler récemment par un certain nombre de parties prenantes, et en France, que en France d'ailleurs, excusez-moi, et mais je pense que sur les MPM, en fait, il y a un certain nombre de principes, clés qui sont, importants de bien avoir en tête. Déjà, tout est dans la terminologie. Un MPM, c'est une mesure qui est utilisée par le management d'une entreprise pour communiquer sur la performance opérationnelle et financière de l'entreprise auprès de ses investisseurs. Donc un des critères essentiels, c'est est-ce que cet agrégat est utilisé dans la communication financière? Après, on a donné un certain nombre d'éléments pour dire: «Attention, c'est utilisé dans la communication financière externe, mais utilisé de façon proéminente ou prééminente dans la communication financière externe». Si c'est dans une footnote page, 25 du communiqué de presse, est-ce que c'est vraiment communiqué de façon prééminente dans la communication financière externe? Donc oui, c'est communiqué à l'extérieur, mais bon, si c'est répété, toutes les 3 pages dans le communiqué de presse de 30 pages, donc c'est répété 10 fois dans le communiqué de presse, oui, on doit pouvoir se dire que ça peut être communiqué de façon prééminente. Et donc, un agrégat, un sous-total de produits et de charges, parce que c'est une autre condition, il faut que ce soit un sous-total de produits et de charges. Un sous-total de produits et de charges qui n'est pas un required ou specified subtotal, défini déjà dans la norme IFRS 18,
et qui serait, utilisé, de façon, prééminente dans la communication financière, notamment dans les communiqués de presse, par exemple, par l'entreprise, bon, déjà, il y a quand même une présomption que, c'est probablement une management performance measure. Et après, on a un certain nombre de questions sur, hem est-ce que ça peut être présenté au compte de résultat ou est-ce que ça doit être présenté en note annexe? Pour que ce soit présenté en compte de résultat, il faut qu'on ne rompt pas, la présentation naturelle des produits et des charges et la lecture naturelle, des produits et des charges, dans sur la face du compte de résultat. Donc par exemple, si on a, un agrégat, résultat opérationnel ajusté par exemple et que, on intègre, à ce résultat opérationnel ajusté, je veux volontairement pas l'appeler résultat opérationnel courant. Hem, hem, on intègre, les autres produits d'exploitation et dans ces autres produits d'exploitation, on a par exemple, les produits d'intérêt sur, les créances, clients long terme, mais que ces autres produits d'exploitation sont présentés, sous, le résultat opérationnel ajusté, bah, on rompt la lecture naturelle, la présentation naturelle, des produits, et des charges, dans la lecture du compte de résultat et donc bah, ça veut dire qu'il faut mettre, les autres produits d'exploitation, enfin en tout cas cette partie des autres produits d'exploitation, au-dessus du résultat opérationnel ajusté si on veut continuer de pouvoir présenter le résultat opérationnel ajusté, sur la face du compte de résultat. Mais bien évidemment, tout va dépendre de la matérialité aussi, des éléments dont on parle. Si on parle de, si on a un résultat de 2 milliards et qu'on parle de 2 millions, bon, c'est peut-être pas très matériel, on va peut-être pas non plus se dire qu'on rompt, bon voilà. Donc c'est pour ça que je dis, it depends en fait, mais il y a un certain nombre de principes et de clés qui sont donnés dans la norme. Il faut bien rentrer dans ces principes et dans ces clés et les réponses normalement, découlent de l'application de ces principes et de ces clés. Puis comme je le disais tout à l'heure également, en donnant l'exemple du compensation cost IFRS 2 qui est quand même quelque chose qu'on voit assez fréquemment, hem et qui a été, discuté et traité de façon explicite par l'IASB, hein. C'est pas quelque chose, qu'on découvre, hein, on l'a traité, explicitement. Bah, il y a peut-être des questions à se poser sur, dans ce cas-là, le libellé du MPM à présenter sur la face du compte de résultat. Voilà. Bon, vous voyez quand même dans la démarche, il y a au moins, 5 questions à se poser avant de conclure. Bon, ben, la conclusion pour l'entreprise A sera peut-être pas la même conclusion que pour l'entreprise B et on n'aura peut-être pas, effectivement, on n'aura pas, effectivement, de libellé, comparable d'une entreprise à l'autre, mais le contenu actuel n'est déjà pas comparable. Donc à la limite, au moins, on donnera, la transparence aux investisseurs avec un libellé, propre à chacun que, ce qui semblait être la même chose entre l'entreprise A et l'entreprise B hier n'est de facto pas la même chose. Heu et donc je pense, voilà, c'est par exemple, bon, c'est un débat dont j'entends beaucoup parler en France en ce moment. J'espère que ça donne quelques éléments, d'éclairage, mais pour moi, à chaque fois que j'ai été interrogé sur des questions de ce type, quel que soit que ce soit des entreprises, des organisations professionnelles d'entreprise, des cabinets d'audit ou autres, hem, j'ai toujours répondu: «Ben, it depends». J'ai pas de réponse uniforme à apporter, dans tous les cas de figure possibles et inimaginables, ça sera exactement la même chose. Il y a une chose qui est certaine, par exemple, c'est que quand on a, défini le résultat opérationnel, alors là, c'est sûr et certain, ça sera le même résultat opérationnel pour tout le monde. Alors avec des nuances, puisque bien évidemment, on a tenu compte de ces principes de main business activities, notamment pour les banques et les assureurs et on se doute bien que là, on n'aura pas forcément le même résultat opérationnel, entre une entreprise non financière et une banque ou un assureur. Voilà ce que je pouvais dire sur, C'est très j'étais clair. Donc un à petit ce peu stade, plus pas de long. J'étais un petit peu long, mais bon, je pense que c'est important. oui, oui, c'est très important effectivement. Donc à ce stade, pas d'amendement prévu, mais en tout cas, vous élaborez sur chacune des questions qui vous sont soumises et puis en fonction de ce que le staff vous remontera, vous déciderez. Oui, c'est ça. C'est au niveau du comité d'interprétation en tout cas.
Alors là, à ce stade, pour l'instant, les questions, elles sont reçues au niveau du comité d'interprétation. On a un certain nombre de questions qui ont été reçues au niveau du comité d'interprétation. Est-ce que le comité d'interprétation va traiter ces questions? Oui, non. Si elle les traite, est-ce qu'ils arrivent à une réponse commune? Oui, non. Ils publient dans ce cas-là, une tentative agenda decision, une décision d'agenda provisoire. Qu'en pensent, nos parties prenantes? Oui, non. Ça revient au comité d'interprétation. Est-ce que le comité d'interprétation peut, tenir compte des commentaires reçus ou il y a pas de commentaires? Publie, la décision d'agenda définitive? Oui, non. Ou ne peut pas, pour différentes raisons, publier la décision d'agenda et dans ce cas-là, il y a un report to the board qui est fait et c'est ça vient au board. Mais de toute façon, que le comité d'interprétation publie, une décision d'agenda, Mmh. c'est toujours soumis à validation, au Mmh. board, hein, et Oui. si quatre board members objectent, il y aura pas de décision d'agenda. Mmh. Donc bon, il faut toujours l'avoir en tête aussi, il y a quand même cette corde de rappel. Enfin, l'IASB est toujours sollicité, mais là, pour l'instant, c'est pas un process tous ces process-là ne sont pas des process IASB, ce sont des process comité d'interprétation à ce stade. D'accord, très bien. Mais moi, peut-être qu'on a une autre question. Dans le projet FEIST, pourriez-vous faire un Oui. point sur put, non-controlling interest? Alors, ça n'est pas un oubli, je l'ai mentionné, mais j'en ai pas parlé. Non, je ne peux pas faire un point parce qu'on en a pas reparlé. Je pense qu'on garde le meilleur sujet pour la fin. Hem alors pour être un peu plus précis, je enfin, ça c'est un point comment dirais-je? Un commentaire, personnel, ça n'engage que moi et ça n'engage pas mes collègues, au board, ni le staff, ni l'IASB de façon collective. Je pense que pour traiter les poutures minoritaires, il faudra d'abord traiter de la question, de la conditionnalité, dans la prise en compte du measurement des actifs et des passifs. Donc je pense qu'on traitera ça avant de traiter des poutures minoritaires. Ça me paraîtrait le plus logique, parce que les 2 sujets sont pour moi assez liés et la question fondamentale de la conditionnalité, elle est pas si évidente que ça, parce que la question c'est: est-ce qu'on en reste aux principes de measurement, IS32 ou est-ce qu'on les aligne sur les principes de measurement IFRS 9 qui sont pas exactement les mêmes? Voilà, donc c'est une question qui est pas si simple que ça parce elle impose de se reposer aussi des questions et puis une fois qu'on a dit ça, très bien, mais si on changeait les principes de measurement, dans IS32, est-ce qu'on n'est pas, sur un champ, qui excède le champ du projet, en fait. On a dit que c'était un projet d'application pratique et de réponse, à des questions pratiques. C'était pas une revue fondamentale des principes d'IS32. Parce que là, on n'est pas en train on ne serait pas en train de remettre en question, les principes fondamentaux d'IS32 et dans ce cas-là, ça fait pas partie de ce projet-là. Donc là, il y a beaucoup de questions, à se poser. Donc pour moi, avant d'arriver la façon dont je le vois, mais là, peut-être que le staff me déjugera en en revenant avec les poutures minoritaires d'abord. Peut-être parce que ça pourrait être, une application concrète, de sujets de measurement aussi, hein, à se reposer la question, notamment sur la prise en compte de la conditionnalité. Hem, heu voilà, donc je sais pas quand est-ce que le staff va revenir sur ces 2 questions-là. On aborde, chaque question, les unes après les autres. On a commencé par tout ce qui était présentation et notes annexes parce que, on avait une demande des 3 anciens utilisateurs de compte, qui sont aujourd'hui board members à l'ISB. On avait une demande de leur part de voir si on pouvait pas accélérer le processus là-dessus pour, déphaser en fait la publication, de FICE en 2 avec, présentation disclosure d'un côté, puis le reste après et donc se donner un peu plus de temps pour le après. Finalement, on a décidé de pas faire ça. On a décidé ultimement et l'idée étant pour présentation et disclosure, d'essayer de publier ça, pour que ça puisse s'appliquer à peu près au même moment qu'IFRS 18. Bon, on s'est rendu compte que dans le timing, c'était un peu trop serré. Puis on s'est dit aussi que, ce qu'on allait traiter par ailleurs pouvait quand même avoir aussi une incidence, sur présentation et disclosure et que donc, on a décidé collectivement de ne pas publier, les décisions provisoires, qu'on avait décidées et qui
prêtait pas trop à polémique, j'aurais tendance à dire, hein. On a eu un accord tant du GPF que du CEMAC, donc le GPF, GPF Global Preparedness Forum, qui regroupe les entreprises, les 20 entreprises internationales qui conseillent l'IASB sur leurs travaux de normalisation comptable, hein. Il y a deux entreprises françaises, il y a deux membres français, Frédéric Agnès de Total Energy et Emmanuel Guillaumard de Sanofi. Et puis on a le CIMAC, le Capital Market Advisory Committee, qui regroupe la vingtaine d'utilisateurs de comptes qui conseillent l'IASB. Et là, on a un membre français, Jacques de Grelin, qui représente la SFAF. Voilà, et on n'avait pas vraiment de polémique sur ces propositions-là et ces décisions provisoires, qui n'étaient pas celles qui étaient exposées, mais qui découlaient des commentaires reçus sur nos propositions. Donc, on aurait pu les publier. On a décidé de ne pas le faire. Voilà, donc c'est difficile après de dire on progresse, on avance, mais on prend le temps de considérer et de bien pondérer le feedback qui a été reçu pour vraiment faire en sorte qu'on améliore le reporting financier et qu'on accompagne, cette amélioration de reporting financier sans trop de coûts pour les différentes parties prenantes. C'est pour ça, par exemple, qu'on a décidé de ne pas continuer sur nos propositions au titre des lois et règlements. On avait trop de diversité dans le feedback reçu entre ceux qui voulaient un strict alignement, c'est-à-dire une prise en compte intégrale des lois et règlements pour l'appréciation de la comptabilisation des actifs et des passifs financiers. Donc quelque part un alignement sur IFRS 15 en fait, hein, et ceux qui voulaient en rester finalement à la spécificité des instruments financiers qui était non, c'est uniquement on ne traite des instruments financiers que dans un contexte de contrat en fait. Point. Sans tenir compte de ce qui pourrait avoir une incidence sur le contrat. Donc on avait vraiment des feedbacks qui étaient très distincts et qu'on n'arrivait pas à réconcilier dans le cadre du projet tel qu'il avait été défini actuellement. D'accord. On a une question très précise sur la décision IFRIC relative au règlement des créances via un système de paiement électronique. Ça n'a pas été approuvé par le board du fait de la publication d'amendements IFRS 9 sur ce sujet. Quel est le statut, du coup, dans le référentiel IFRS de cette décision IFRIC? Alors, il n'y a pas de décision IFRIC, elle n'existe pas, cette décision IFRIC, puisqu'elle n'a jamais été entérinée, puisque le board a décidé de publier des amendements à la norme IFRS 9. Donc, cette décision d'IFRIC n'existe pas. Donc, elle ne peut pas être mise en œuvre. Donc, elle ne peut pas être mise en œuvre. Par contre, ce qui doit être mis en œuvre, ce sont les amendements à la norme IFRS 9 qui découlent des travaux du comité d'interprétation et qui a ensuite été décliné en amendement à la norme IFRS 9. Bon, schématiquement, les amendements à la norme IFRS 9, ce qu'ils disent, c'est passage pour les actifs et les passifs financiers, hein. Le changement fondamental, c'est un passage de trade date accounting à settlement date accounting, hein, schématiquement présenté. Hem, pour l'effet cash, enfin pour le settlement cash des actifs et des passifs financiers. Voilà. Et IFRS 9, enfin les amendements IFRS 9 donnent effectivement des assouplissements de ce principe général dans certains cas de figure particuliers qui auraient été difficiles de mise en œuvre dans un certain nombre de cas de figure de ces amendements. Voilà. Le board, donc le comité d'interprétation a décidé une décision d'agenda qui a été soumise au board. Et le board mais parce que à côté de cette décision d'agenda à l'époque, on avait un report to the board avec un point d'attention particulier qui nous avait été fait par le comité d'interprétation à l'IASB sur ce sujet-là particulièrement. Il a été décidé au niveau du board de ne pas imposer ce changement fondamental au travers d'une agenda decision, mais de le faire sous forme de normalisation comptable. On avait quand même un certain nombre de feedback d'un certain nombre de parties prenantes qui étaient inquiets d'avoir des changements fondamentaux de ce type non traités par une normalisation comptable en bonne et due forme. Donc c'est pour ça qu'on a décidé
d'aller vers de la normalisation comptable et donc des amendements à la norme IFRS 9 et IFRS 7 plutôt que d'entériner l'agenda decision. Donc ça veut dire que comme cette agenda decision n'a jamais été non objectée par le board, elle n'existe pas. Par contre, ce qui existe, ce sont les amendements à la norme IFRS 9 qui doivent s'appliquer à compter du 1er janvier 2026, je vous le rappelle. C'est très clair. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer, si on peut, rebalayer rapidement tous les projets, de recherche notamment, pour voir ce qui pourrait déboucher sur une norme, dans un horizon, prévisible, disons de 2 ans, quoi. Bertrand, on ne t'entend plus. J'ai arrêté de me mettre en mute quand tu parles. Ça sera plus simple pour, reprendre la parole derrière. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Est-ce que Excuse-moi. l'on pourrait faire, un rapide balayage des projets en cours, voir ce qui Oui, pourrait déboucher sur une norme, dans un alors avenir attends, prévisible, quoi? il faut que il faut que je je vais remettre le slide, que tu me Avec tous demandais les de projets. remettre en fait, hein, je pense avec les projets. Alors, pourquoi ça n'apparaît pas? Voilà, il est là pourtant. Toc, share screen, window, voilà. Voilà, je pense que c'est ce slide-là auquel tu fais référence. Mmh. Donc là, dans les publications prochaines à venir, alors on va peut-être commencer ici. Il y a en fait, je pense, ces 2 publications, novembre 2025, cet, amendement, très particulier qui est plutôt à destination des pays émergents d'ailleurs, ou des économies émergentes, sur IAS 21, donc que j'ai rapidement commenté tout à l'heure. Et puis il y a surtout IFRS 20 en Q2 2026 sur les activités, régulées, Oui, en remplacement d'IFRS 14. Donc ça, ce sont les deux normes, à venir. On aura également, incessamment sous peu, la publication, des exemples illustratifs en version, définitive. On a un peu différé la publication parce pour des raisons similaires à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur DRM et FICE, à savoir, on a reçu sur la base du pre-ballot draft, vous savez que quand l'ISB, va publier, un document externe, il y a des relectures en interne, bien évidemment, par les board members et par un certain nombre d'équipes techniques qui n'ont pas participé au projet. Mais il y a aussi, et sur le cas de ces exemples-là, d'ailleurs, il y a 2 board members de l'ISSB et certaines équipes de l'ISSB aussi qui ont été, qui ont également participé à ce processus de relecture. Mais on a aussi un certain nombre de relectures, par des tiers externes. On a par exemple, les membres du comité, d'interprétation sont amenés à relire nos documents s'ils le souhaitent, les cabinets d'audit, un certain nombre de national standard setters, je pense là au cas d'espèce à l'EFRAG par exemple, mais pas que, hein, bien évidemment. Et donc, on a reçu, un certain nombre de commentaires, sur le pré-ballot draft, de ces exemples illustratifs incluant les bases de conclusion et notamment donc là sur les bases de conclusion, pas sur les exemples en eux-mêmes, mais sur les bases de conclusion et sur l'articulation du raisonnement en nous disant: «Ben, comme les exemples sont très climat, il y a beaucoup de les bases de conclusion sont plutôt climat parce que les exemples sont plutôt climat, mais on voit pas bien comment, enfin, il faudrait mieux articuler et pour parler des uncertainties, des incertitudes au sens large. Et de quelles incertitudes vous parlez? Parce que bien évidemment, ces exemples-là vont pas couvrir les incertitudes fiscales, par exemple. Ça, c'est couvert ailleurs, c'est couvert dans IAS 12 ou par d'autres biais. Hem, IS 37 pour la partie, Lévis, par exemple. Hem, donc
Voilà, donc il y aura cette publication aussi qui va intervenir prochainement. Et puis ensuite, ben, on est plutôt, comme vous le voyez sur ce slide-là, on est plutôt, sur ce slide-là et l'autre qui parle des provisions, on est plutôt sur un certain nombre de projets dans les étapes de vie du projet, on est plutôt sur des phases de projets, en cours. Heu, Vous voyez les dates qui sont mentionnées là, sont les dates pour le prochain milestone, où on fera un point d'étape sur le projet pour savoir ce qu'on en fera. Hem, donc FAIS, c'est courant 2026. Business Combination, Disclosure, Goodwill and Impairment, c'est deuxième semestre 2026. Equity Method, c'est Q1 2026. Voilà, donc c'est Ça, c'est probablement, pour des normes ou des expos des sondages, alors là, on est pour des là, tu le vois, là, on est pour des normes là, hein. Là, on a ouais, c'est déjà des normes. publié on a à chaque fois publié des exposés C'est pas des sondages et on est en train. réexpositions? Mmh. Bah, on ne sait pas. Tout dépend de l'amplitude des changements qui seront intervenus suite au feedback, après la publication de l'exposé sondage, hein. Ça vient toujours, c'est un point qui est fait par l'ISB, à la fin, où on se réinterroge de savoir s'il faut qu'on réexpose ou pas. Hem Si je prends l'exemple d'IFRS 18, qui est un bon exemple, par exemple, on a décidé de ne pas réexposer parce qu'en fait, tous les changements qu'on a pu faire à la norme IFRS 18, même si finalement la norme finale n'est pas l'exposé sondage sur un certain nombre d'aspects, mais faisaient suite à des commentaires qu'on avait reçus, et faisaient suite à des travaux complémentaires qu'on avait menés, et notamment des projets d'outreach pour tester les aménagements sur 4 ou 5 thèmes assez précis, par exemple, pour faire valider par nos parties prenantes externes si elles étaient OK, avec les modifications apportées à la norme IFRS 18 entre l'exposé sondage et une norme définitive envisageable. Mmh. Et donc là, on consulte notamment régulièrement avec nos advisory bodies, hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir une représentation européenne et même française, au cas d'espèce de cette audience, dans nos différents advisory bodies. Et notamment l'ASAF qui est le Accounting Standard Advisory Forum, et qui regroupe un certain nombre de normalisateurs comptables nationaux Mmh. qui conseillent le board. Donc dedans, on va retrouver pour l'Europe, on va retrouver par exemple les FRAG, on va retrouver l'ANC en France, on va retrouver DSRC qui est le normalisateur comptable allemand. On va retrouver UKB, qui est l'équivalent de l'EFRAG pour le Royaume-Uni post-Brexit. Et on a donc le UK Endorsement Board qui endorse les normes comptables internationales pour le compte, au sein du Royaume-Uni post-Brexit. Et puis on a aussi OIC qui est le normalisateur comptable italien. D'accord. Voilà, donc euh, D'accord, je donc là, pense on que a là, vraiment le calendrier des normes attendues et sur voilà. Five, c'était un peu Et dans flou, les, mais et puis dans on les va retrouver prochaines publications plus globales, on aura, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc ça, ces 3 projets, c'est pour des normes définitives. On peut ici également citer, excusez-moi de faire passer très vite, on peut citer également ici, bon, on voit les deux documents dont la prochaine étape est une publication définitive. Et puis, on a le projet provision également, mmh, qui avance, dont les redélibérations avancent bien. Le principal sujet, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est les levies, et est-ce qu'on peut maintenir les levies dans le cadre des principes généraux d'IS 37. Bon, on a quand même reçu un certain nombre de feedbacks sur IS 37 pour clarifier les principes qui ont été jugés compliqués d'application par un certain nombre de parties prenantes, notamment en Europe. Voilà, et puis ben, après, on va avoir la post-implementation review d'Edge Accounting, hein, qui va mmh, donner lieu à une publication au cours du deuxième semestre de 2026. Et puis la publication de l'exposé sondage Dynamic Risk Management, qui va nous occuper un petit peu au cours du premier semestre 2026 en outreach meetings avec un certain nombre de stakeholders un peu partout dans le monde, en fait.
D'accord. Parce qu'au-delà de l'exposition d'âge en lui-même, comme je l'évoquais dans mon propos tout à l'heure, on a aussi 2 axes de travail, un field work avec les banques, et Mmh. puis un field work et une revue plus fondamentale avec les assureurs sur leur mode de gestion du risque, du repricing risk du risque de taux d'intérêt pour leurs activités. Oui, Voilà. c'est ça. Mmh. OK, mais écoute, c'est très clair. Un grand merci pour, On cette a juste un présentation. dernier petit commentaire, si tu peux me permettre. On a quand même Oui, publié énormément de documents ces dernières années. On a vraiment accéléré énormément la production normative. Et donc là, en contraste de ça, comme on a publié beaucoup, forcément, on arrive à des phases de vie des projets où ces projets sont en cours de vie et donc donneront lieu à des publications, comment dirais-je, plus lointaines, hein, et donc à des dates d'application plus lointaines. Rate Regulated Activities, la date de première application prévue, c'est 2029, hein, 1er janvier 2029. oui, oui. Oui, oui, ça donne le temps. Par exemple, hein. Mmh. Voilà, et enfin, on a aussi beaucoup travaillé. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup travaillé quand je suis arrivé au board, il y avait 25 projets à l'ordre du jour. Voilà, et 25 projets, c'est bien trop. Mmh. On peut pas fournir 25 projets avec les capacités de ressources que l'on a. Hem et mmh, et donc on a décidé de plutôt restreindre le nombre de projets à quelque part entre 15 et 20, 15, 16, 17, 18, pour essayer de concentrer les ressources sur un nombre plus limité de projets, de pouvoir accélérer, donc promettre moins et délivrer plus et mieux et plus vite. Une approche très britannique d'ailleurs dans l'état d'esprit. C'est très bien. Un grand merci Bertrand, c'était très clair. Je me joins aux remerciements des participants. Donc on se revoit l'année prochaine. Nous verrons où nous en sommes dans cette Oui, feuille de oui, route. oui. Oui, oui, tout à Bon, fait. Oui, bon là, courage. il y aura pas mal de projets qui auront progressé effectivement. Oui. Ouais. Mmh. Mille merci. Merci à tous pour votre attention, et puis à très bientôt donc. Encore merci Bertrand. Je vous en prie. Merci à tous et à très bientôt à tous. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, hein, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont mon numéro de téléphone. N'hésitez pas, ou j'ai donné mon adresse email. N'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin de quelque chose. Ouh, c'est dangereux. Ou Merci Bertrand. généralement, les gens savent me trouver, hein, quand ils ont besoin. Je prends pas beaucoup de risques. Allez, à Merci bientôt. Sonia. À bientôt. Merci. Au revoir.